Bonjour à tous et à toutes. Bonsoir à celles et ceux qui nous écoutent de l'autre côté de l'océan. Je tiens chaleureusement à vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui est organisé par le Centre Justice et Foi, un centre d'analyse sociale basé à Montréal. Je suis Michael Séguin, éditeur-rédacteur à la revue Relations, et je serai accompagné tout au long de ce webinaire avec mon collègue Mouloud Idir du secteur Vivre Ensemble du Centre Justice et Foi qui va co-animé avec moi et qui a co-dirigé le numéro spécial sur la Palestine qui vient de paraître à la revue Relations. Puisque ce webinaire touche à la relation importante d'un peuple avec son territoire, nous souhaitons reconnaître d'entrée de jeu la réalité qui est la nôtre au Québec et rappeler que le Centre Justice et Foi est situé en territoire autochtone non cédé, Tio-Tiaké, nom que la nation Mohawk donne à Montréal, qui est un lieu historique de rencontre entre premiers peuples. Et donc, aujourd'hui, la ville de Montréal est constituée d'une population autochtone diversifiée et de gens d'autres origines qui s'y sont joints. Et donc, nous voulons respecter les liens du passé et les liens actuels et futurs construits et à construire avec les premiers peuples sur cette terre et en tenir compte dans nos relations avec les premiers peuples et avec les membres de la communauté montréalaise. Et donc, c'est conscient du besoin de poursuivre le travail de décolonisation euh, ici au Québec que nous abordons la question palestinienne aujourd'hui. Le dernier numéro de Relations est intitulé Palestine, le colonialisme israélien mis à nu. Numéro qui cherche justement à faire le point sur la mécanique de plus en plus décomplexée de dépossession des Palestiniens via l'oppression coloniale israélienne. Et donc, dans ce numéro, on mobilise la voix d'intellectuels comme Joseph Massad, Nahla Abdo, Yara El Gadban, Michel Saban, moi-même, ainsi que les trois panélistes qu'on aura le plaisir et l'honneur d'entendre aujourd'hui. Et donc, dans ce numéro, on va offrir un diagnostic sans compromis à nos lectrices et à nos lecteurs afin de saisir justement où en est le colonialisme et l'apartheid israélien, mais plus encore, saisir aussi les formes que prennent la résistance palestinienne. Et donc, ce webinaire est une occasion aujourd'hui d'aller un peu plus loin, de poursuivre la réflexion entamée dans le numéro en regardant comment est-ce qu'on peut être solidaire avec la Palestine d'ici, du Québec, et à partir d'une brochette d'invités d'une grande richesse qui va nous aider à réfléchir là où on en est et ce qu'il est possible de faire. J'inviterai donc, pendant les minutes qui suivent, Mouloud à nous partager un peu plus la conjoncture dans laquelle on se situe et pourquoi c'est important de se poser la question de la Palestine aujourd'hui. Oui, bonjour mesdames, messieurs, merci Michael. Vous m'entendez bien? Oui? Alors la question de la Palestine s'inscrit dans la droite ligne de nombreuses mobilisations et luttes qui se profilent un peu partout et qui témoignent, si vous voulez, de l'émergence d'une conscience planétaire décidée à en découdre avec la question des privilèges coloniaux, mais aussi du racisme déshumanisant, mais tout simplement aussi du déni de la règle de droit. Nous estimons que ce qui se pose en Palestine de façon tout aussi violente que virulente est indéniablement l'enjeu d'une décolonisation d'une société coloniale de peuplement qui rend impossible la cohabitation égalitaire. Nous estimons aussi qu'une solution politique de justice et d'égalité en Palestine ne pourra passer que par l'émergence d'une perspective qui annule tous les privilèges coloniaux et raciaux aux juifs. Et nous pensons que nous sommes exposés, donc avec cette question, à un enjeu qui se pose dans des modalités tellement asymétriques que la solidarité, et c'est le thème d'aujourd'hui, devient donc un enjeu tout aussi moral qu'éthique et politique. Les questions qui se posent là-bas ont beaucoup à voir avec ce qui se pose dans d'autres sociétés issues du colonialisme de peuplement, comme le Canada, dont le Québec tire les bénéfices en contexte colonial, mais aussi dans de nombreuses autres sociétés, pensons à l'Australie, la Nouvelle-Zélande, aux États-Unis. Nous pensons aussi que toutes les vies comptent à égalité et qu'il faut lutter avec vigueur contre l'antisémitisme, le racisme anti-autochtone, la négrophobie, j'en passe. Dans le cas de la Palestine, donc, on doit refuser, nous pensons, le droit au racisme dont essaye de se prévaloir Israël en essayant de se présenter comme le gardien des valeurs libérales et démocratiques dans la région. Et pour finir, je dirais que, aux yeux du monde, Israël, c'est un peu nous-mêmes. Et quand Israël viole le droit international, quand il parle un double langage et qu'il bafoue les valeurs qu'il prétend défendre, c'est nous qui le faisons, dans la mesure où, du point de vue politique comme du point de vue idéologique, Israël fait partie des puissances occidentales.
comme citoyens québécois et canadiens, et comme tout simplement êtres humains, nous n'acceptons pas l'image de nous-mêmes que le gouvernement israélien nous renvoie. Et c'est pour cela que nous nous en désolidariserons publiquement. Merci beaucoup, Mouloud. Alors, nous avons retenu aujourd'hui trois femmes de grande valeur qui nous semblent éminemment complémentaires pour ce webinaire. Complémentaires d'abord par leurs approches qui combinent le droit, la science politique, l'histoire, les cultural studies, mais aussi par leur expérience civique et militante en lien avec la question palestinienne. Puisque l'une d'elles est d'origine israélienne, nous tenons à mentionner d'entrée de jeu que l'appel au boycott des investissements et sanctions d'Israël s'adresse à l'endroit des institutions et non pas des individus. Et il nous a donc semblé très pertinent d'entendre le point de vue de cette femme, Rivital Madar, que nous entendrons un peu plus tard aujourd'hui, qui est elle-même très investie dans la lutte pour la décolonisation d'Israël. Chacune des participantes aura 15 minutes pour nous exposer son point de vue sur le thème du webinaire d'aujourd'hui, les solidarités, les nouvelles avenues de solidarité avec la Palestine. Monique Chemillier-Gendreau procédera en premier, suivie de Diala Hamza et enfin de Rivital Madar. Je leur indiquerai au bout de 13 minutes qu'il leur reste un petit 2-3 minutes pour conclure. Et une fois que les présentations seront terminées, mon collègue Mouloud et moi allons animer une période d'échange d'environ 1 heure. Si vous souhaitez vous adresser à l'un, l'autre ou les trois panélistes, simplement écrire votre question dans le clavardage, donc en l'adressant par chat privé à Mouloud Idir, donc dont le nom a été rebaptisé par questions aux intervenantes. Donc, vous pouvez sélectionner dans la liste des gens du chat l'onglet « Questions aux intervenantes » et donc y taper la question que vous souhaitez poser. Mouloud va colliger les questions et les poser pour vous. Vous pouvez les poser en continu au fil des interventions ou attendre au moment de l'échange pour poser la question que vous souhaitez poser. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre première intervenante que je laisse Mouloud nous présenter. Merci beaucoup, Michael. Alors, j'ai le plaisir et l'honneur de présenter Monique Chemillier-Gendreau, qui est agrégée de droit public et de sciences politiques. Elle a été professeure à l'Université de Reims de 1967 à 1983, puis à l'Université Paris Diderot de 1983 à 2004. Elle est professeure émérite depuis cette date. Elle a centré ses enseignements et sa recherche sur le droit international et la théorie politique. Madame Chemillier-Gendreau a participé comme conseillère à diverses procédures devant des tribunaux arbitraux et devant la Cour internationale de justice dans l'affaire Guinée-Bissau versus Sénégal, l'affaire République démocratique du Congo versus la Belgique, l'affaire du mur construit par Israël dans les territoires occupés en Palestine, et j'en passe de nombreux autres. Elle a été consultante auprès de l'UNESCO, elle a été membre du conseil de gouvernement dans des différents internationaux, particulièrement en Afrique, en Asie, au Laos, Vietnam, pour l'Algérie, pour l'Organisation de la libération de la Palestine, l'OLP. Elle est aussi membre du Tribunal permanent des peuples. Elle a participé à la création en mai 1993 de l'Association européenne des juristes pour la démocratie et les droits de l'homme dans le monde et elle est présidente d'honneur de cette association. Madame Chemillier-Gendreau a participé comme experte à la rédaction d'une déclaration des droits humains dans les villes suite à l'engagement de Barcelone de 1998 et ensuite à l'évaluation de cette déclaration. Je passe sur son enseignement dans de nombreuses universités sur tous les continents. Je passe aussi sur ses engagements envers les sans-papiers et les questions migratoires. Donc, je vous invite donc à consulter par Internet l'essentiel de ses publications parce que le temps qui nous est imparti ne me permet pas de lui rendre justice. En tout cas, pas à son parcours. Avant de lui donner la parole, je vous rappelle tout simplement que sa présentation durera 15 minutes et elle va surtout traiter des lacunes du droit international pour réparer les injustices commises à l'endroit du peuple palestinien et par voie de conséquence des réponses qui s'imposent. Voilà, Monique Chemillier-Gendreau, la parole est à vous. Merci d'avance. Merci infiniment Mouloud, merci à tous mes amis de Montréal. Je suis heureuse, à travers les fuseaux horaires, de pouvoir converser avec vous, même si j'aurais préféré que ce soit de manière plus directe. Mais enfin, nous sommes réduits à ces modalités. Alors, sur le sujet que nous traitons ce soir, c'est peu de dire que le peuple palestinien et tous ses soutiens se trouvent aujourd'hui dans une impasse. Et il faut analyser les éléments constitutifs de cette situation avant d'imaginer comment on pourrait en sortir. Alors, dans les débats sur la question palestinienne, les participants exigent toujours l'application du droit international. Mais ce droit, dans sa construction actuelle, ne permet pas
de régler le conflit palestinien. C'est ce que je vais montrer dans un premier point, et je verrai ensuite à quelles conditions, et elles sont lourdes, l'humanité peut conjurer les risques considérables qu'elle court, faute d'un droit protecteur des plus faibles, et comment le peuple palestinien pourrait alors parvenir à son émancipation. Donc, premier point, si nous restons dans le système international tel qu'il est, il n'y a aucune possibilité de nouvelle perspective pour la Palestine. Ce droit est faible en lui-même et de plus, il est actuellement décrédibilisé par le mépris où le tiennent les grandes puissances. Alors, il est faible dans sa conception même. Il est né en Occident, il a été étendu au monde entier comme un droit centré sur la souveraineté de l'État. Mais le droit international ne s'interroge pas sur le partage du monde en États et sur les contours des groupes humains qui se verront octroyer cette souveraineté. Une fois qu'un groupe est reconnu comme État par les autres États, car il s'agit de cooptation, il est déclaré souverain et il impose sa loi. Or, dans l'histoire moderne, les États se sont érigés, se sont créés sur des rapports de force, eux-mêmes très instables. D'où le substrat idéologique indispensable au soutien des États, à savoir l'idée qu'il y aurait des communautés humaines différenciées préexistantes qui justifieraient l'existence de l'État. On les appelle les nations, avec l'idée d'une sorte de personnalité collective. Cette idée est dangereuse, car comme le rappelle Sophie Bessis dans son dernier ouvrage, la nation porte en elle le nationalisme, lequel engendre l'exclusion de l'autre. Et malgré cela, le droit international reste fondé sur ce couple souveraineté de l'État, unité nationale. La souveraineté, c'est un pouvoir au-dessus duquel il n'y a rien. C'est la définition politique et juridique de la souveraineté. Le droit international ne peut donc pas contraindre les États. Ce droit est formé de traités auxquels les États sont libres d'adhérer ou pas, et s'ils les violent, ils ne sont soumis à la justice internationale que s'ils le veulent. Les relations internationales restent donc marquées par les rapports de force. Alors, ce système a conduit aux 2 guerres mondiales du XXe siècle, et en 1945, la création des Nations Unies est apparue comme l'espoir d'un changement substantiel. Mais il s'agissait d'un faux espoir, comme il faut bien le constater 7 décennies plus tard. En effet, de multiples principes de grande valeur pour la paix mondiale et la reconnaissance des droits de chacun ont été proclamés par la charte ou par des textes postérieurs. Mais aucun progrès n'a été enregistré dans les moyens de mise en œuvre de ces principes. L'interdiction du recours à la force est évaluée et éventuellement sanctionnée par le Conseil de sécurité. Celui-ci, nous le savons bien, par sa composition aristocratique, place prééminente des membres permanents et leur droit de veto, est un organe arbitraire, dénué d'objectivité. Les membres permanents ne songent qu'à protéger leurs intérêts et ceux de leurs alliés, et c'est ainsi qu'Israël, par le soutien indéfectible des États-Unis et du Royaume-Uni, peut violer impunément l'interdiction du recours à la force, les conventions sur le droit humanitaire en cas de conflit armé. Les autres peuples n'ont aucune prise sur les rapports de force engendrés par les relations internationales. Et les grandes conventions sur les droits de l'homme ou le droit humanitaire ne sont assorties d'aucun mécanisme judiciaire à portée obligatoire et universelle. Alors, parmi les avancées contenues dans la Charte des Nations Unies, l'une des plus progressistes était certainement le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Toutefois, les Palestiniens ont été les grands oubliés de ce moment libérateur. Leur situation était encalminée par la solution imposée par la Grande-Bretagne en 1947, celle du partage, pour se débarrasser d'un dossier qui, par la responsabilité de la Grande-Bretagne, était dans l'impasse. Et aujourd'hui, le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'est plus porté par aucune dynamique comparable à celle des années 60. Cela dit, regardons la situation en face. Nombre des peuples devenus des États souverains par une émancipation chèrement acquise, notamment les peuples des pays arabes ou africains, n'ont connu ni la liberté ni le développement. Pourquoi? Parce que le capitalisme mondial a gardé ces régions du monde comme des réservoirs de main-d'œuvre exploitée,
et a favorisé la venue à la tête de ces États de clans pratiquant la confiscation du pouvoir. Est-ce cela que nous voulons pour le peuple palestinien? Est-ce cela l'objectif de son désir d'émancipation? Actuellement, la situation des Palestiniens découle d'ambiguïtés accumulées par les incertitudes mêmes qui pèsent sur le droit international. Le partage de la Palestine mandataire a été effectué en 1947 par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, dont la doctrine unanime nous dit qu'elle n'a pas de caractère contraignant, ce qui permet aux uns de la récuser, aux autres de s'en prévaloir. Les accords de Camp David du 17 septembre 1978 ont été signés entre Israël et l'Égypte sans que les intéressés, les Palestiniens, soient représentés. La paix entre Israël et la Palestine s'est enlisée dans le processus d'Oslo, dans une série d'accords à la validité douteuse et de toute façon non respectée. La Cour internationale de justice a émis en 2004 un avis consultatif déclarant l'édification du mur construit par Israël comme illégale. Cet avis est resté sans le moindre effet. La Palestine est devenue membre de l'UNESCO, mais n'a pas pu intégrer les Nations unies, l'Assemblée générale l'ayant en 2012 reconnue comme État, mais non comme État membre à part entière. Cette accumulation de non-solutions a conduit à la situation actuelle. Les droits des Palestiniens sont violés quotidiennement et massivement, mais les possibilités judiciaires pour la défense de ces droits sont inexistantes ou très faibles. On peut prendre plusieurs exemples, j'y reviendrai dans la discussion si vous voulez, mais il y a naturellement la possibilité ouverte par la Cour pénale internationale, dont, comme vous le savez, le résultat n'est pas attendu avant de nombreuses années. La détermination sans pudeur des soutiens aux extrémistes israéliens, notamment pendant la présidence de Trump aux États-Unis, a eu pour conséquence une normalisation des positions d'Israël contraires aux droits des Palestiniens, qu'il s'agisse de la colonisation de la Cisjordanie ou de la revendication de Jérusalem comme capitale d'Israël, de l'État d'Israël. Depuis, les possibilités diplomatiques se dissolvent avec le ralliement à Israël d'un nombre croissant d'États arabes. Alors, la fin de l'époque Trump a été sans doute un soulagement, mais il n'est pas de nature à enclencher un changement substantiel dans les équilibres diplomatiques mondiaux autour de cette question. La Palestine a perdu ses alliés les plus utiles. Face à cette situation, la solidarité avec les Palestiniens se manifeste aujourd'hui autour de deux thèmes. Le soutien persistant à la revendication d'un État, alors que ceux qui soutiennent cette revendication savent bien que la dynamique de la colonisation la rend de plus en plus irréaliste. Le mouvement militant BDS, qui s'est renforcé, qui se renforce chaque jour, mais qui n'a pas encore pris une ampleur de nature à modifier le rapport de force. Et puis vous avez un courant qui s'est déporté vers la dénonciation de la situation comme une situation d'apartheid. Mais l'absence de prise de position des Palestiniens eux-mêmes à ce sujet empêche de renforcer ce courant. Face à ce bilan, nous devons mesurer les limites de la déploration ou de la dénonciation. Et nous devons comprendre que dans les cadres de pensée offerts par le droit international contemporain, il n'y a pas d'issue au conflit israélo-palestinien et nous devons donc nous engager dans un combat de fond autrement difficile. Donc c'est mon second point, le mouvement de soutien palestinien ne peut se renouveler qu'avec une revendication de toute autre ampleur, celle d'une alternative au système mondial actuel, aussi bien sur le plan des principes que sur celui des institutions. Alors, le monde est aujourd'hui pris, aujourd'hui plus que jamais, dans des préoccupations de court terme. Et le fonctionnement du système mondial n'en fait pas partie. Et pourtant, la survie de notre monde suppose une mise en cause vigoureuse de l'alliance qui a été nouée depuis des siècles entre le capitalisme militarisé et la forme de l'État moderne, considéré comme représentant souverain d'une nation homogène. Ce système a triomphé de l'expérience historique du communisme et il est aujourd'hui un système mondialisé, incapable de conjurer les risques encourus par la planète.
Alors, la difficulté tient sans doute à l'aveuglement des peuples qui cautionnent la notion de souveraineté nationale. Pourtant, Étienne de la Boétie avait, dès le XVIe siècle, compris les dangers de ce pouvoir sans limite accordé à l'État et son incompatibilité avec la liberté des peuples et la démocratie. Parce qu'il est le souverain, celui qui est à la tête d'un État, qu'il soit monarque ou président ou qu'il s'agisse d'un clan, peu importe, prétendra représenter ce que la Boétie nommait le « un » de l'État. Dans la doctrine du droit, on dit l'unité de la nation. Mais cela n'est possible que dans la négation de la diversité fondamentale de tout peuple, dans l'ignorance que les nations sont en réalité le plus souvent des multinations. Et les nationalismes partout exacerbés poussent aux réactions identitaires. Il faut donc changer de paradigme. Et une nouvelle ère internationale ne peut s'ouvrir que si s'exerce une pensée critique à propos du partage actuel du monde en États-nations dotés de la souveraineté. Cela conduit nécessairement à penser les différentes communautés humaines d'une nouvelle manière. Alors pourrait s'ouvrir le chemin d'un avenir apaisé pour le peuple palestinien. Mais comment concevoir l'organisation politique des peuples selon un nouveau schéma? Il n'est pas question de nier que l'humanité est composée de communautés différenciées, qui, à travers l'histoire, leurs histoires, se sont constituées en communautés politiques. Cela signifie pour un groupe qu'il assume avoir un destin commun et qu'il entend user de sa liberté à ce sujet. Mais je l'ai dit, les communautés politiques nationales aujourd'hui érigées en État ne sont pas homogènes. Les doter de souveraineté conduit forcément à des luttes féroces pour disposer de cette qualité qui justifie un pouvoir incontrôlé. Éliminer la souveraineté du champ politique, c'est revenir à la possibilité de considérer les communautés politiques dans leur complexité. Et cette complexité, elle est à la fois horizontale et verticale. Elle est horizontale car il y a des groupes humains différents au sein de chaque État. C'est ainsi que la grande contradiction d'Israël consiste à se proclamer un État juif alors qu'il ne peut supprimer la part arabe de sa population comme la part druze. Reconnaître l'hétérogénéité des sociétés, c'est soit accepter le principe d'un État plurinational, et on a un exemple avec la Bolivie, qui depuis maintenant plusieurs années est un État plurinational dans sa constitution, soit aller vers la multination, comme l'ont préconisé les auteurs austro-hongrois du XIXe siècle pour les régions d'Europe centrale. Alors, dans le premier cas, l'État plurinational, toutes les composantes sont mises sur un pied d'égalité par la Constitution qui assure leur égale participation aux différentes compétences. Dans le second, l'on admet qu'au sein d'une même communauté nationale, des sous-groupes soient reconnus dans leur singularité avec éventuellement des droits civils et culturels différenciés. Ce sont là des pistes de solution au conflit israélo-palestinien. Mais il y a aussi une conception verticale des compétences politiques, car nous appartenons à différentes communautés politiques superposées sur un même territoire. J'appartiens à ma commune, à ma région, à mon État, à l'Europe et au monde. Il faut donc organiser ces communautés en termes de compétences et non pas de pouvoir. La commune n'aura pas les mêmes compétences que des communautés plus larges, l'État ou l'Europe ou un autre continent, par exemple. Toutefois, il faut admettre que partout, et là où il n'y en a pas, des communautés politiques à l'échelle continentale sont nécessaires. La maîtrise des périls actuels, sanitaires, environnementaux, sécuritaires d'une part, la dispersion des chaînes de production sur de nombreux territoires, la dépendance des économies entre elles d'autre part, nécessitent impérativement des coopérations fortes entre États voisins, sur une échelle plus grande que celle des États. Et on le voit bien avec la nécessité de la fameuse coopération sécuritaire entre la Palestine et Israël. Et un regroupement régional à l'est de la Méditerranée permettrait une meilleure dissolution des antagonismes, notamment ceux créés par Israël. Mais il faut aussi passer à un autre échelon et admettre que l'humanité, dans son ensemble, forme une communauté politique. Cela veut dire que tous ses membres doivent penser ensemble la part de destin qui leur est commun.
Cela ne doit en aucun cas nous conduire vers un État mondial qui annihilerait toutes les diversités. Mais cela doit nous conduire à organiser cette communauté mondiale dans sa coexistence avec les communautés politiques existantes. Et surtout, cela doit mener à donner une force effective aux principes qui ont déjà été formulés par la communauté mondiale, toutes les grandes conventions que j'ai citées, mais qui sont jusqu'ici non appliquées. Alors, ces éléments d'une nouvelle pensée politique mondiale devront inéluctablement mener à une autre organisation des peuples que celle des Nations Unies, actuellement très dévalorisée. Et nous manquerions à nos responsabilités si nous ne commencions pas la réflexion à ce sujet. Comme vous le savez, toute réforme de l'Organisation des Nations Unies de l'intérieur est rendue impossible par les dispositions de la Charte qui exigent pour cela l'accord des 5 membres permanents. Il faut donc faire du neuf. Je ne peux ici qu'indiquer les conditions auxquelles une nouvelle organisation éviterait les écueils qui ont ruiné les espérances de 1945. Cette organisation devrait être celle des peuples dans toute leur diversité et pas seulement celle des États. Et si les membres en seront les communautés nationales déjà constituées, ce qu'on appelle aujourd'hui les États, une procédure adaptée devra permettre la reconnaissance des peuples jusque-là ignorés. Il faudra à l'évidence que le conseil exécutif nécessaire au fonctionnement de l'organisation soit désigné par des procédures démocratiques et non pas aristocratiques comme aujourd'hui, sans aucun régime d'exception, ce qui veut dire la disparition d'une catégorie particulière de membres. Il faudra, et c'est le point le plus délicat, le plus difficile, que l'Assemblée générale des membres soit complétée par une assemblée représentant d'autres forces vives de la société mondiale. Mais surtout, il faudra que les grands principes régissant cette communauté mondiale, pour la mettre à l'abri des risques de guerre, des dégâts à la nature, des violations des droits humains ou des trafics illicites, que ces grands principes soient votés par les 2 assemblées avec force obligatoire. Avec force obligatoire, c'est cela qui manque aujourd'hui. Alors, les autres communautés continentales, nationales, régionales ou communales ne pourront plus y déroger. Et l'édifice devrait être couronné par des institutions judiciaires internationales dont la compétence ne sera plus facultative comme c'est le cas aujourd'hui, mais obligatoire. Et d'ailleurs, il nous faudra, à côté de la Cour internationale de justice qui juge les différends entre États, c'est-à-dire entre communautés nationales, il nous faudra d'autres organismes judiciaires. Il nous faut une Cour mondiale des droits de l'homme, sur le modèle de la Cour européenne, et il nous faut aussi une Cour constitutionnelle internationale. C'est un projet auquel les collègues tunisiens travaillent depuis des années. Cour constitutionnelle qui jugerait les pratiques des États par rapport à leurs engagements internationaux. Voilà le chemin que j'esquisse ici. Je l'ai développé ailleurs dans des ouvrages plus longs. Ce chemin est très exigeant, certains diront utopique. C'est pourtant le seul à même d'envisager un avenir moins violent et la résolution d'un conflit comme celui de la Palestine, lequel, je le répète, ne peut dans le schéma actuel que s'enliser inexorablement. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Monique Chemillier-Gendreau, maître, pour ces avenues fort inspirantes dont on aura l'occasion de rediscuter. Je vous rappelle que si vous voulez poser des questions à Monique, vous pouvez le faire par le chat en les adressant à questions aux intervenantes. Nous allons passer à notre prochaine panéliste d'aujourd'hui, la professeure Diala Hamza, professeure au département d'histoire de l'Université de Montréal. Et donc, Diala, qui est titulaire d'une agrégation de philosophie et qui est spécialisée en histoire du monde arabe contemporain. Elle se spécialise tout particulièrement sur la Nahda ou la Renaissance arabe et la période mandataire. Elle a dirigé l'ouvrage collectif The Making of the Arab Intellectual, Empire, Public Sphere and the Colonial Coordinates of Selfhood, publié chez Routledge en 2013, ainsi que de nombreux articles et chapitres de livres sur l'histoire intellectuelle et culturelle du monde arabe contemporain. Son livre « Mohammad Rashid Rida »
ou Le tourment salafiste est à paraître en 2021 aux éditions du CNRS. Elle travaille actuellement aussi sur un autre projet de livre, à paraître cette fois-ci aux presses de l'Université de Montréal sur la question non résolue de la Nakba palestinienne, livre qui portera pour titre « Palestine, le sionisme est-il réformable ?» Ces deux projets de recherche en cours à l'heure actuelle qui s'inscrivent à nouveau, qui inscrivent la Palestine en leur cœur, sont d'une part l'un sur l'histoire culturelle du nationalisme arabe et le rôle joué par les éducateurs et historiens palestiniens, et son autre projet est sur les diasporas levantines aux Amériques, pendant et juste après les régimes mandataires au Levant. Elle est également responsable syndicale au syndicat des professeurs et professeurs de l'Université de Montréal et elle milite très activement au sein de la coalition BDS Québec. Diala va aujourd'hui nous entretenir de la trajectoire historique du boycott au sein de l'histoire palestinienne, du mouvement BDS Québec et de la lutte à mener pour transformer la représentation de la Palestine que se fait l'opinion publique québécoise et plus largement occidentale. Et donc, Diala, la parole est à vous pour un bon 15 minutes. Merci beaucoup. Merci Michael, merci Mouloud. Merci au Centre Justice et Foi et à la revue Relations pour cette invitation. Alors évidemment, il est très difficile de prendre la parole après cet exposé magistral et magnifique de Monique Chemillier-Gendreau. Projet extrêmement inspirant auquel j'adhère et auquel je souhaiterais adhérer de toutes mes forces. Et en regard, ce que je vais proposer paraîtra peut-être beaucoup plus, comment dire, peut-être incrémentiel peut-être pour parvenir à ce que Monique Chemillier-Gendreau trace, même si ce dont je voudrais discuter s'accroche encore à des éléments de ce droit international dont elle a souligné la faillite. Alors, pour commencer, je pourrais peut-être souligner le fait que s'il nous appartient en tant que militants et défenseurs des droits humains et politiques des Palestiniens, donc d'imaginer de nouveaux chemins de traverse, d'explorer de nouvelles avenues solidaires avec les Palestiniens, et qui pourraient effectivement prendre, oui, la forme transnationale de quelque chose qui ressemblerait par exemple à un jumelage, la forme de jumelage tout azimut entre des individus, des collectifs, des institutions, des municipalités. S'il nous appartient donc, en tant que militants et en tant que défenseurs des droits palestiniens, de nous faire la caisse de résonance des futures alternatives projetées par ces derniers, je voudrais quand même rappeler qu'il nous est difficile, depuis notre position de militants et de défenseurs de leurs droits, de le faire en dehors, et peut-être aussi quelque part au mépris, du cadre BDS qui reste en fait le paradigme premier au travers duquel la résistance de la société civile palestinienne s'est coalisée voilà plus de 15 ans et à travers duquel elle a lancé cet appel au monde, cet appel de solidarité au monde. Il nous est tout autant difficile de contourner le lexique politique au travers duquel les Palestiniens continuent de coucher leurs aspirations à l'autodétermination et qui reste celui de la souveraineté étatique de l'État-nation, peu importe la forme qu'il prendrait, que ce soit un État, deux États, etc. C'est pas mon propos. Mon propos est de dire que d'attirer l'attention sur le fait que nous devons imaginer un renouvellement de cette solidarité sans pour autant oublier les cadres contraignants de BDS et de cette aspiration à l'autodétermination qui reste encore exprimée en termes de souveraineté étatique. Ce que je voudrais faire, c'est plutôt que de voir dans cette persistance du cadre de BDS et de la souveraineté étatique une entrave aux avancées palestiniennes sur la voie de l'autodétermination, ce que je voudrais faire, c'est proposer au contraire de faire un retour sur ce qui dans BDS peut et doit encore advenir, ce qui dans BDS n'a pas encore abouti. Et je parle du S de BDS. Alors BDS, comme on le sait, c'est ce fameux mouvement de boycott, de désinvestissement et de sanctions
calqué sur le modèle sud-africain auquel les Palestiniens ont appelé le monde en 2005, qui a donné de très beaux résultats et qui continue à en donner. Monique Chemillier-Gendreau a rappelé qu'il s'était renforcé, il continue à se renforcer, mais il s'est effectivement manifesté dans des actions de boycott et des actions de désinvestissement menées par les sociétés civiles à travers le monde et divers syndicats par ailleurs. Mais c'est le volet sanctions, finalement, qui n'a pas abouti pour les multiples raisons évoquées par Monique Chemilly-Gendreau à l'instant. Je voudrais quand même dire que je voudrais poser que les sanctions ne peuvent avoir une chance d'advenir malgré donc cette analyse d'un verrouillage en fait du droit international, que si et en attendant peut-être une réforme radicale de ce droit international, que si la bataille de l'opinion publique est gagnée, que s'il devient admis de démanteler l'exceptionnalisme israélien, que s'il devient admis, s'il devient mainstream, d'appeler un chat, que s'il devient donc admis de démanteler l'emprise morale de ce que j'appellerais le principe Shoah, principe de l'horreur, et qui est intouchable. Alors qu'il n'y ait pas de malentendu, il ne s'agit absolument pas de discuter de la spécificité de l'Holocauste, ce n'est pas du tout mon propos. Mon propos, c'est de dire que tant qu'il ne sera pas accepté et admis de discuter de l'État d'Israël comme d'un État génocidaire, eh bien, dans la presse grand public, en fait, eh bien, il sera difficile d'envisager un quelconque changement de paradigme politique. En fait, il sera difficile d'envisager que les dynamiques politiques puissent évoluer et entraîner peut-être certains changements au niveau juridique. Bon, avant de rentrer peut-être, de revenir sur ce point, ce vers quoi je voudrais faire un retour dans un premier temps pour, donc si vous voulez remettre en perspective l'importance du boycott dans l'histoire de la trajectoire palestinienne, c'est donc c'est sur la nature en fait historique du boycott dans l'histoire palestinienne et qui prédate largement le mouvement boycott des investissements et sanctions et qui littéralement est à la source de la survie politique des Palestiniens. Une survie paradoxale, comme j'aurai l'occasion d'y revenir. Dans un deuxième temps, je voudrais aussi revenir sur en tirant justement les conclusions de ce paradoxe du boycott dans l'histoire palestinienne, je voudrais revenir sur la nécessité absolue d'accompagner le boycott, les processus de boycott, d'un processus politique à même de canaliser les actions du boycott dans le sens voulu. Donc, pour le dire autrement, le boycott ne suffit pas s'il n'est pas inscrit dans un projet politique et s'il n'est pas soutenu par des dynamiques et des institutions particulières. Alors peut-être un mot rapide sur la profondeur historique et la signification du boycott dans l'histoire centenaire de la lutte anticoloniale palestinienne. En fait, je m'appuie là-dessus sur le travail remarquable de l'historien palestinien Abdelrazak Takriti, qui distingue 5 vagues historiques entre 1909 et 2020. Une première vague à la fin de l'époque ottomane, entre 1908 et 1918, où les appels au boycott des Palestiniens, déjà très inquiets des premières vagues de la colonisation sioniste de la Palestine, où les appels au boycott des Palestiniens sont le fait de citoyens ottomans titulaires de droits politiques. Deuxième vague, celle qui concerne grosso modo les 2 premières décennies du mandat britannique sur la Palestine, entre 1918 et 1939,
ce sont des appels au boycott qui sont le fait d'une population privée de droits politiques, aux structures nationales en formation, occupées par la puissance mandataire britannique et colonisées avec l'appui de cette dernière par les sionistes, des juifs européens déterminés à créer de toutes pièces un foyer national juif en Palestine. Donc ces premières formes de boycott qui appartiennent à la deuxième vague prennent la forme de boycott économique du Yishuv, c'est-à-dire la communauté sioniste de Palestine, et de boycott politique contre la puissance mandataire, un boycott qui passe aussi par la non-coopération avec les institutions du mandat britannique en Palestine. Une troisième vague, celle des années 40, donc des années fatidiques à la veille de la création, à la veille du plan de partage, c'est celle de tactique. Le boycott va constituer une tactique principale après la répression de la révolte arabe, puisque désormais la population palestinienne se trouve livrée à elle-même en l'absence de leadership, sans capacité militaire, après que le mouvement de révolte arabe de Palestine de 1936 à 1939 a été complètement décapité par la puissance mandataire. Et c'est aussi des années du début de soutien des pays arabes. Quatrième vague, c'est la période post-48 jusqu'à Oslo, qui est dominée par le boycott de la Ligue des États arabes, puis de 64 à 92, le boycott par l'OLP et ses structures relais dans les territoires occupés. Un boycott qui est une tactique parmi d'autres, comme la lutte armée, dans une stratégie de libération nationale. Et puis, cinquième phase, depuis 2005, l'appel de la société civile palestinienne a lancé un mouvement de boycott, de désinvestissement et de sanctions, une campagne internationale qui va se déployer dans un contexte de paralysie des structures nationales palestiniennes et de toute vision stratégique. Cela étant dit, et pour revenir sur le fait que toute opération de boycott ne conduit pas de soi par elle-même au résultat politique voulu, il faut rappeler aussi, si elle n'est pas accompagnée donc d'un projet politique et de soutien institutionnel très spécifique, il faut rappeler aussi que Israël lui-même est né du boycott des Palestiniens par les sionistes. Du boycott des gardes palestiniens des colonies juives va émerger en 1909 Hashomer, qui est en fait l'ancêtre de la Haganah, la future armée israélienne. Du boycott de la main-d'œuvre palestinienne dans les fermes juives va émerger la structure du kibbutz, qui va littéralement poser les jalons de la future société israélienne, et de l'exclusion des travailleurs arabes des industries sionistes va émerger la Histadrut en 1920, donc la grosse centrale syndicale israélienne qui va avoir un rôle très particulier dans la construction de l'État israélien. Donc, encore une fois, là, je m'appuyais sur les analyses de Abdelrazak Takriti qui nous rappellent qu'il ne faut surtout pas poser un regard téléologique sur ces évolutions historiques et ne pas voir, en fait, dans l'émergence de l'État israélien comme quelque chose d'absolument inévitable. Et donc, c'est évidemment parce que ces positions de boycott posées par la société sioniste a bénéficié de tout un ensemble de relais politiques, financiers que le projet de fondation d'un État est advenu, et que donc, encore une fois, il nous met en garde contre une lecture téléologique qui tendrait à voir dans les opérations de boycott posées,
l'émergence nécessaire donc, et inévitable de cet État. De même, donc, pour les Palestiniens, ces opérations de boycott restent nécessaires pour faire advenir un projet, mais tout à fait insuffisantes tant que, pour en revenir au mouvement BDS, nous n'avons pas fait advenir le S de BDS. Alors, je ne suis pas juriste, je ne suis pas politicienne, je ne saurais dire quelle forme pourrait prendre, donc, quelle serait, oui, quelle forme pourrait prendre, comment forcer la main en fait aux États pour que finalement ils imposent des sanctions, mais il me semble, qu'en faisant la lecture historique suivante, que, encore une fois, ce n'est désormais qu'en gagnant la bataille de l'opinion publique, qu'on pourrait peut-être parvenir à forcer la main des États en finalement résistant contre, encore une fois, l'empire moral exercé à tout un tas d'échelons par l'État israélien pour empêcher qu'émerge la parole des droits des Palestiniens. Alors, Yara Awari, qui écrit qui est analyste politique pour Al-Shabaka, soulignait récemment dans un article cette violence épistémique qui s'exerce à l'encontre des Palestiniens dans les trois champs de la recherche universitaire, des médias et de la sphère politique. Moi, pour terminer, je voudrais prolonger en fait sa réflexion en soulevant ce troublant parallélisme, et là j'emprunte à nouveau à l'analyse de Monique Chemillé-Gendreau. Donc, dans un premier temps, ce qui est troublant, c'est ce parallélisme entre la paralysie d'un côté de l'opinion publique, lorsqu'il s'agit, en fait, encore une fois, comme je le disais, d'entrée de jeu, d'appeler un chat, et là je ne parle pas naturellement de la parole militante, qui est évidemment acquise à la cause, je parle des médias grand public, je parle de mécanismes qui nous permettraient de gagner la guerre de la propagande israélienne, de faire en sorte que les mécanismes de censure et d'autocensure qui sont extrêmement réels et qui s'exercent sur les médias occidentaux mainstream, donc que ces mécanismes-là soient levés. Donc, j'ai parlé d'un troublant parallélisme entre la paralysie de l'opinion publique, au niveau de la recherche universitaire, le blocage de ce qu'on appelle les genocide studies, les études sur les génocides, entravée par la définition juridique du génocide, extrêmement réticente à embrasser la Nakba. On commence tout juste à voir quelques travaux qui émergent dans le champ, mais Haifa Rashid rappelait récemment dans un article comment tout le champ des Genocide Studies est organisé autour de deux silences. La peur de se poser la question: Israël est-il un État génocidaire? Y a-t-il eu génocide en 1948? Et ce génocide est-il un génocide continu? Et puis, troisième niveau, ce dont Monique Chemillé-Gendreau parlait, le fameux verrou du Conseil de sécurité, qui est un verrou à toute réforme de l'ONU, et qui est le fait donc de cette aristocratie des 5 États permanents, qui ne permettent donc pas que se mettent en place les mécanismes d'application d'un droit international véritable. Donc, une paralysie de l'opinion publique, un blocage de ce qu'on appelle les Genocide Studies, et le verrou de ce Conseil de sécurité. Comment faire en sorte donc de faire sauter un à un ces verrous, peut-être en commençant à reprendre du terrain à reprendre pied sur le terrain de l'opinion publique en résistant contre l'attirail de mesures déployées par les lobbies pro-israéliens pour faire taire toute parole de défense des droits palestiniens, et qui passe aujourd'hui de manière spectaculaire par le déploiement de cette fameuse
définition de l'antisémitisme promue par l'IHRA, le International Holocaust Remembrance Alliance, Merci. que le Canada a intégré dans sa stratégie de lutte contre le racisme et dont le gouvernement Trudeau vient de nommer un envoyé spécial dont le mandat express est de faire adopter à tous les niveaux, à tous les échelons gouvernementaux et dans toutes les institutions d'éducation au Canada, cette fameuse définition frauduleuse de l'antisémitisme dont le but premier et unique est de faire l'amalgame entre critique d'Israël et antisémitisme et donc d'étouffer de manière définitive toute critique de l'État d'Israël. Tant que cette bataille-là ne sera pas gagnée, mais de manière définitive cette fois, hein, pas simplement de manière à refuser et à contester cette définition, mais tant que la possibilité de démanteler l'exceptionnalisme israélien, de parler de ce qui se passe à Gaza et de ce qui se passe en Cisjordanie comme d'un processus continu de génocide, eh bien, il me semble que effectivement, il n'y aura absolument aucune possibilité de faire changer les choses sur le terrain pour les Palestiniens, de faire avancer le débat, de changer de paradigme et d'introduire enfin des mécanismes de prise en compte de ce droit international en attendant sa refondation radicale telle que proposée par Monique Chemillé-Gendreau. Merci beaucoup, Diala Hamza, de ces propos très inspirants qui pourront être poursuivis dans la période de discussion tantôt. Je sais qu'il y a énormément à dire. Si certains sont un peu moins familiers avec cette campagne de l'Alliance internationale de l'IHRA, je suis sûr que Diala se fera un plaisir de vous raconter un peu plus de quoi il en retourne et tout. On pourra y revenir un peu plus tard et revenir également sur les différentes pistes qu'elle propose en termes de médias, de recherche et de genocide studies. On va maintenant passer à notre dernière intervenante, Revital Madar, que j'inviterai Mouloud à nous présenter. Oui, alors juste peut-être avant de présenter Revital Madar, inviter les gens encore à écrire leurs questions suite à la présentation de la professeure Diala Hamza. Donc j'ai recueilli les questions que vous avez posées suite à celle de Monique Chemillé-Gendreau. Revital Madar est candidate au doctorat au programme de Cultural Studies de l'Université hébraïque de Jérusalem. Ses recherches actuelles portent sur les poursuites engagées contre des soldats israéliens pour avoir tué et maltraité des Palestiniens. À travers ces cas, Revital Madar examine comment l'État israélien négocie les limites de la violence légale et illégale. Sa plus récente publication, Death Murder from the Language of Humanity to the Question of Who Can Be Murdered, traite de la manière dont le régime d'apartheid sud-africain gère la mort des détenus politiques et examine quelles morts peuvent être classées comme des meurtres dans une culture où toutes les vies ne sont pas égales. Elle vit en France depuis 2016 et elle se définit comme faisant partie de la gauche Mizrahi. Elle traitera de la fausse image de paradis des droits humains des minorités qu'entretient l'État d'Israël à l'étranger et des raisons pour lesquelles il est illusoire, dit-elle, d'attendre de la gauche israélienne qu'elle mette elle-même un terme à la logique d'apartheid qui structure le régime israélien. Voilà, tout de suite, la parole est à vous. Merci d'avance, Revital Madar. Voilà. Merci. Merci, Michael, et merci, Mouloud, pour cette invitation et ce numéro. J'espère que mon français aura assez de son, en tout cas. Et j'espère que par rapport à Monique Diala, ma contribution soit plus modeste. Mais on va commencer, en tout cas. Je ne sais pas si c'était intentionnel ou non, mais aujourd'hui, nous marquons le 45e jour de la Terre. On rappelle que la question initiale de ce conflit est celle de la terre, une terre qui a été volée des Palestiniens avec l'aide de la communauté internationale qui a voté pour les plans de partage de la Palestine, la solution coloniale de l'Occident pour le problème juif qu'ils ont dû affronter après la Shoah. Une terre qui continue d'être volée depuis par le baillet de mécanismes juridiques et par la violence pure,
tandis que la sécurité d'Israël est évoquée à maintes reprises pour justifier ces actions et permettre au monde de rester à l'écart. Pour être honnête avec vous, lorsque Mouloud m'a demandé de présenter ici, j'étais assez perplexe devant le titre « Nouvelle avenue pour la solidarité avec la Palestine ». Compte tenu de la situation actuelle, ce titre n'avait guère du sens pour moi. Je ne suis pas ici pour parler au nom des Palestiniens, donc ce n'est pas à moi de décider s'il y a de l'espoir ou non dans ces batailles continues. Mais de mon point de vue d'une femme juive israélienne d'origine tunisienne qui a quitté Israël il y a 5 ans avec l'espoir que je n'aurais pas besoin d'y retourner avant que le régime zioniste tombe, c'est difficile de penser à de nouvelles façons de mobiliser les gens pour la cause palestinienne. Entre la force militaire d'Israël, la longue liste d'accords de paix qu'il a récemment signés avec les pays arabes et sa capacité à échapper au peu de critiques qu'il raconte, de plus en plus d'États adoptent la nouvelle définition de l'antisémitisme qui assimile l'antisionisme avec l'antisémitisme. Il est difficile de voir comment la fin de ce régime se produira. Israël est en sécurité pour continuer ses affaires comme d'habitude. La décision de Biden de ne pas fermer l'ambassade américaine à Jérusalem après qu'il a annulé presque chaque décision prise par l'administration Trump a clarifié, s'il y avait jamais question, que nous ne pouvons pas compter sur des régimes plus libéraux pour mettre fin aux actions d'Israël ou même simplement les rendre un peu plus difficiles à exécuter. Pourtant, pour revenir au titre de ce webinaire, l'aspect positif tient au fait qu'il n'est pas nécessaire de concevoir de nouvelles voies de solidarité avec la Palestine. Ces avenues étaient déjà envisagées par les Palestiniens. Ces avenues sont une solution, une possibilité claire de changer les cours des choses. Je pense principalement au mouvement BDS, le plus grand risque pour le statu quo d'Israël. En lisant les journaux israéliens sur les actions du mouvement BDS ainsi que la réaction de responsables israéliens à ces actions, aussi modestes soient-elles, il est clair que bien que ces réactions puissent également servir à maintenir les opinions juives israéliennes dans un état de menace, elles sont également des réactions honnêtes à la seule chose qui peut changer et affecter la notation financière d'Israël. Au-delà des implications économiques que la BDS peut avoir sur Israël, il peut également aider à changer les opinions juives israéliennes. Pour rappel, le mouvement BDS provient de la compréhension que chaque type de relation avec Israël, chaque signe de normalisation est manipulé à la fin en faveur d'Israël. Et qu'en fait, afin d'éviter de tomber dans les manipulations israéliennes, il est nécessaire de couper toute relation avec ils. Dans une situation où la logique de la suprématie juive, même lorsqu'elle n'est pas prononcée en tant que telle, gouverne tous les organes en Israël, que ce soit les tribunaux ainsi que les cours suprêmes et le monde universitaire, sans dire un mot sur le gouvernement, le parlement et l'administration d'Israël. Israël et ses citoyens doivent être contraints d'arriver à une solution. Ils ne peuvent pas être convaincus en ce moment et peut-être jamais. Il est possible que ce soit trop tard pour eux. Très souvent, la Cour suprême en Israël est considérée comme la gardienne de la démocratie israélienne. En effet, cette Cour elle est une des cibles des partis d'extrême droite israéliens. Cependant, lorsque vous examinez ces verdicts au procès impliquant des Palestiniens, lorsque vous regardez les discussions de cette Cour sur la loi de la nationalité, vous vous rendez compte que du point de vue de la cause palestinienne, cette Cour protège ce qu'Israël considère comme une démocratie, c'est-à-dire une démocratie basée sur une majorité juive. On ne peut pas compter sur lui de faire autrement. Dans mon projet actuel, je regarde le procès militaire et civil de soldats israéliens poursuivis pour le meurtre du Palestinien. Ces procès sont
une goutte d'eau par rapport à la longue liste de meurtres et d'abus commis par les forces de sécurité israéliennes. Pourtant, de temps en temps, ces actes violents sont filmés d'une manière qui oblige Israël à montrer au monde qu'il est en état de droit. Que les agents soient condamnés ou non dans ces affaires, une lecture attentive de ce verdict révèle des niveaux inimaginables de déhumanisation de victimes palestiniennes, très souvent qualifiées par les cours comme des terroristes, bien qu'ils n'aient jamais été mis à l'épreuve. Ces procès, examinés de près, sont en fait un miroir de la façon dont Israël a rendu sa violence quotidienne et fatale légale, même si cela s'agit de justifier la décision d'un soldat de tirer à mort un Palestinien blessé allongé sur le sol. En d'autres termes, il n'y a pas d'organe officiel israélien qui pourrait forcer Israël à changer de voie. Cependant, notre problème ne s'arrête pas là. Après 70 ans, la question palestinienne, l'occupation israélienne, ne se trouve nulle part dans la conscience de la majorité de Juifs israéliens. Les routes de contournement massif d'Israël permettant aux Israéliens de contourner l'occupation sont une bonne métaphore du niveau d'ignorance exprimé par les Juifs israéliens concernant le contrôle israélien de territoires palestiniens occupés. On ne sent pas, quand nous sommes en Israël, le blocage de Gaza. Du point de vue de vie quotidien en Israël, on peut y vivre sans sentir l'occupation. La dernière et quatrième élection d'Israël peut donner l'impression d'une crise politique. En effet, il n'est pas clair si Israël a un gouvernement ou s'il se rend à de nouvelles élections. Cependant, cette crise n'est rien qu'une crise juive interne entre les zionistes conservateurs religieux et les zionistes libéraux. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul parti exclu de la coalition qui oppose Benjamin Netanyahu, notre Premier ministre. C'est le seul parti qui exprime à haute voix les idées de la suprématie juive. Israël a toujours préféré se présenter comme une puissance libérale et employer ces idées sans les nécessairement prononcer. En outre, la religiosité de ce parti et son opposition à la possibilité d'un mariage pour tous, ainsi que son objection à la communauté LGBT, rendant problématique une coalition avec eux par certains partis zionistes libéraux. Pourtant, en dehors de ces questions et par rapport à la question palestinienne, aux lois israéliennes mises en place pour conserver une majorité juive, il n'y a pas de controverse. C'est presque une différence esthétique. Comme l'a remarqué Arnon Raz-Karkotskin, la lutte entre religieux et séculière en Israël est en effet un autre mécanisme qui exprime la centralité des nationalités juives, car ces luttes excluent totalement les citoyens palestiniens d'Israël. Et leur but n'est pas de toucher le statut de la religion juive comme un appareil qui conserve la majorité juive. Ces luttes n'arrivent pas au point de questionner le rôle de la religion juive au niveau national, mais seulement au niveau quotidien. Pour conclure, les points que j'essayais de faire est simple. Dans la réalité actuelle en Israël, et peut-être depuis 1948, compte tenu de notre situation actuelle, il n'y a jamais eu de chance que le statu quo établi par Israël, que la fin de l'oppression des Palestiniens en Israël et dans les territoires occupés viendrait de l'intérieur d'Israël. La seule solution réside dans la pression extérieure qui pourrait faire comprendre à Israël que ces actions ne sont pas acceptables, au niveau que ni ces généraux ni ces soldats ne peuvent vivre leur vie en tant qu'individus innocents. Si Israël souhaite poursuivre son expansion et les oppressions quotidiennes des Palestiniens, nous devons préciser que nous n'allons pas traiter ces actions comme normales et qu'on va les boycotter. Actuellement, cette option nous est ouverte à travers les mouvements BDS et notre rejet de toute tentative de rendre les actions de ces mouvements non violentes illégitimes. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Révital Madar, pour cette présentation et de ces différents éléments critiques de cette vue de l'intérieur d'Israël qui est très riche pour éclairer les auditeurs que nous sommes, la plupart du Québec. Et donc, on va passer à une période d'échange qui va nous mener au fond jusqu'à 14 heures. Et donc, je répète que pour ceux et celles qui veulent poser leurs questions, vous pouvez les écrire dans le chat en les adressant directement à questions aux intervenantes. Et mon collègue Mouloud va les colliger et les poser. Donc, Mouloud, est-ce qu'on est prêt à procéder déjà avec quelques questions? Oui, Michael, alors je vais en sélectionner trois. Donc, une pour chaque invité. La première, c'est pour Monique Chemelier-Gendreau. Donc, je vais d'abord lire les trois et ensuite, vous pourriez, mesdames, répondre dans l'ordre que vous choisirez. Donc, la première pour Monique Chemelier-Gendreau. Pourriez-vous esquisser ce que pourrait être la formule politique qui permettrait de conférer un statut égal aux différentes nations formant l'identité nationale? En sous-question, on dit « Le Canada, qui possède un régime fédéral, a montré qu'il ne peut pas y faire place, notamment aux questions autochtones. » Donc, en sous-texte, la question, c'est « Y a-t-il un fédéralisme amélioré qui coïnciderait avec votre proposition de réforme à la fois en termes de communauté politique plus complexifiée ?» Voilà, donc Monique, est-ce que la question est claire? Oui, oui. Alors voilà, pour une question pour Diala Hamza, les Palestiniens sont des sémites aussi. Donc peut-être clarifier pourquoi l'accusation d'antisémitisme, donc la récupération de ce mot sémitisme qui est conféré aux juifs dans cette forme d'antiracisme, alors que la question des sémites est plus complexe que ça, si vous vouliez en dire quelques mots là-dessus. Et peut-être une question pour Revital Madar. Donc la question pour Revital Madar, c'est revenir peut-être sur le soutien aveugle dont jouissent les gouvernements israéliens en Occident. Quelles sont les raisons économiques et géopolitiques de ça, le rôle que jouent les lobbies, notamment les lobbies chrétiens néoconservateurs. Voilà les trois questions dans un premier temps. Il y en a d'autres, mais on va disposer de ces trois premières dans un premier temps. Monique, vous voulez y aller? Oui, oui, je peux répondre, ou essayer de répondre. La manière d'organiser les différents groupes qui actuellement se trouvent à l'intérieur de ce qu'on appelle les États ne peut se résoudre, à mes yeux, de manière à libérer l'émancipation de tous en même temps qu'en dehors du cadre souverain. Et c'est pour ça que je n'emploie pas le mot fédéralisme. Parce que le fédéralisme, dans la théorie constitutionnelle, c'est simplement un déplacement de la souveraineté. Un certain nombre d'États, qui peut-être à un moment se sont considérés comme souverains, se regroupent pour former un État plus large, qui lui va avoir la souveraineté, les États composants devenant des sous-États, qui n'ont pas la souveraineté pleine et entière. Bon, je sais que je ne vais pas ouvrir la question du Québec aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Mais le Québec est un cas très particulier quand même dans l'histoire des questions constitutionnelles du monde. En tout cas, le fédéralisme classique, comme on l'a réalisé aux États-Unis, au Brésil, dans beaucoup de grands États, en Inde, etc., ne résout pas la question de l'émancipation de tous. La question de l'émancipation de tous ne peut pas se résoudre dans le cadre de l'État souverain, parce que l'État souverain, c'est toujours la captation, la confiscation du pouvoir par une minorité, par un clan, par une personne, etc. Donc, il faut changer de cadre de pensée, il faut sortir de là. Alors, une fois qu'on sort de là, comment on organise les différentes composantes? Car je ne cherche pas à chambouler la carte du monde. Les États actuellement existants correspondent à des histoires très longues, quelquefois douloureuses, qui sont finies par s'apaiser. On ne va pas tout remettre en cause. On a bien vu avec la crise de l'ex-Yougoslavie en Europe centrale, comment un chamboulement peut être dramatique et très difficile finalement à résoudre avec une solution valable pour tout le monde. Donc, mais on n'a pas résolu la crise yougoslave parce que justement, on a parlé en termes de souveraineté. Si on enlève le chapeau de la souveraineté, on se retrouve à parler en termes de compétences. On ne parle plus en termes de pouvoir. Il faut organiser les compétences.
Et alors, pour organiser les compétences à l'intérieur d'une société plurielle, c'est là que j'ai cité deux exemples, la plurination ou la multination. Il y a différentes formules. Il y a un très beau livre qui remonte déjà à une quinzaine d'années, plus que ça, même 20 ans, je crois, d'un de mes collègues, Stéphane Pierret-Caps. Ce livre s'appelle « La multination ». Et c'est une étude très approfondie de toute la pensée des auteurs austro-hongrois qui, dès le début du XXe siècle, ont commencé à penser la question de l'organisation politique en Europe centrale et orientale, parce que les dégâts faits pendant tout ce début du XXe siècle sur ces populations étaient affreux, avec des minorités intriquées dans des États différents, etc. Et donc la multination, c'est quelque chose qui revient à ce qu'on apprenait ça dans les cours d'histoire du droit. On apprenait que la première période du Moyen-Âge en Europe, les États étaient constitués avec un principe non pas de territorialité des lois, mais de personnalité des lois. C'est-à-dire que quand il y a eu les mouvements de population, les grandes invasions, les Huns, les Visigoths, les Normands, toutes sortes de mélanges sur l'Europe très compliquée de l'époque, les tribus, appelons-les comme ça, ces nations qui se mêlaient, gardaient chacune la personnalité des lois, c'est-à-dire si j'appartenais à tel groupe, c'est la loi de mon groupe qui s'appliquait, quel que soit le territoire sur lequel j'étais. Et la multination, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le fait qu'on reconnaisse, alors ça ne peut concerner que les droits civils et culturels, c'est très important. Là où je me promène avec ma loi, avec moi. Et j'appartiens à une communauté dans laquelle c'est accepté. C'est ça qu'on appelle la multination. L'État plurinational, dont l'exemple est la Bolivie actuelle, c'est un peu différent. On reconnaît l'égalité de toutes les nations composantes et leur égale représentation dans l'ensemble des structures de l'État. Mais en tout cas, il y a là des pistes de solutions. Puis vous savez, il faut inventer. Le monde n'a pas fini d'inventer, j'espère, y compris en politique. Nous n'avons pas que des modèles déjà connus. On peut inventer. Regardez, l'Europe, l'Union européenne a été une forme d'invention quand même. Parce qu'avec l'Union européenne, même si elle est très fatiguée et malade actuellement, ce que je regrette, j'espère qu'elle reprendra du souffle sans tarder. Mais l'Union européenne, c'était très intéressant parce que c'était une communauté politique qui ne réclamait pas la souveraineté, qui n'annihilait pas la personnalité des composantes et qui s'est dotée de la compétence de faire du droit, de dire la loi, sans être souveraine, ce qui est tout à fait extraordinaire. Dans la théorie juridique, seul le souverain dit la loi. L'Union européenne, elle n'est pas souveraine, mais elle dit la loi. Donc c'était quelque chose de très nouveau, de très novateur, qui montre d'ailleurs, le fait qu'on ait créé cela, montre bien que le modèle centralisateur de l'État souverain qui dit la loi, il est usé, il est à bout de souffle, il ne répond plus aux besoins du monde moderne. Voilà, donc je crois qu'il faut que nous participions par nos discours, par nos travaux, par nos débats, à ouvrir la question, faire entrer dans l'opinion publique, parce que tout à l'heure, l'une de vous a parlé de la bataille de l'opinion publique, cette bataille qui est capitale et que nous n'avons pas gagnée pour l'instant, ni sur la question palestinienne, ni sur l'émancipation en général. Au contraire, je trouve qu'on est en régression. Cette bataille-là, il est très important de la mener avec constance et avec force, parce que c'est là que les choses pourront commencer à bouger. Merci. Revital Matar ou Diala Hamza pour les questions qui vous étaient adressées. S'il vous plaît. Vas-y, Revital. Non, je vous ai donné le... Vous pouvez commencer. Je ne sais pas si c'est vraiment une question, cette question des sémites et du sémitisme. C'est un commentaire tout à fait pertinent par ailleurs, mais que je prends plutôt comme un commentaire. Alors oui, les Palestiniens sont des sémites aussi. Bon, il faudrait, sans vouloir faire ici la généalogie du terme, qui est très compliquée, et toute discussion autour des sémites comme peuple nous emmène sur un territoire miné et historiquement très situé, puisqu'on a
longtemps associé le terme de sémite à des formations ethniques, culturelles, notamment après des orientalistes comme Ernest Renan au XIXe siècle, qui avaient donc fait se superposer des réalités linguistiques sur des réalités ethniques et culturelles. C'est désormais un peu décrié, mais la notion a été aussi largement travaillée et théorisée par le nationalisme arabe, hein, qui a repris à son compte ce qu'on a appelé longtemps The Semitic Wave Theory, une théorie sur les vagues sémitiques qui aurait expliqué la sortie hors d'Arabie donc des tribus arabes et leur installation donc en Mésopotamie et ailleurs dans le croissant fertile. Peut-être que ce que je retiendrai de votre commentaire, c'est c'est qu'elle, en fait, c'est qu'elle nous permet de nous interroger sur le projet sioniste. Le projet sioniste a-t-il jamais été un projet sémitique au sens de vouloir renouer avec donc un milieu culturel, historique, qui porteur du sémitisme. Le sionisme n'est-il pas plutôt d'emblée dans ses racines et depuis toujours un projet colonial européen? Le sionisme aurait été un projet véritablement sémitique, peut-être qu'il n'aurait pas eu la trajectoire qu'il a eue, peut-être que les Juifs venant d'Europe pour recréer un foyer national juif en Palestine auraient eu une autre relation à leurs hôtes arabes que nous n'en serions pas là aujourd'hui. Ça, c'est la question qui me semble intéressante à soulever dans ce commentaire qui m'a été fait sur le fait que les Palestiniens, comme les Juifs, sont aussi des Sémites. Merci Diana. Sinon, je peux renvoyer à ce fameux livre de Gilles Anidjar, Oui, absolument. Sémite, religion, race et politique en Occident chrétien. Donc, un professeur à l'Université Columbia, traduit aux éditions Le Bord de l'eau. Gilles Anidjar, A-N-I-D-J-A-R. C'est un petit peu abscon, mais c'est l'une des meilleures contributions sur cette question. Vital Madar, la question de ce soutien inconditionnel, on va dire de l'Occident pour simplifier, à Israël, sur quel ressort ça s'appuie, quels sont les enjeux géopolitiques, et peut-être plus que géopolitiques, peut-être la constellation d'éléments affinitaires qui prévaut sur cette question. Oui. Je vais un peu continuer avec ce que vous avez dit, Diala, parce que comme je commençais, je vais ouvrir ma parole en disant que vraiment le partage de la Palestine, Israël en général, c'est vraiment, pour mon point de vue, c'est vraiment une solution coloniale qui Europe imposée parce que plutôt qu'essayer de régler les problèmes d'antisémitisme en Europe, c'était plus facile de prendre tous les Juifs, les mettre dans un territoire. Et comme ça aussi, avec le temps, on peut voir que même s'il y a encore toujours d'antisémitisme en Europe, la plupart des violences racistes est aujourd'hui celle de l'islamophobie. Donc, le statut de juif dans le monde entier a changé. On doit demander si c'était le cas, si on était plus présent en Europe, si c'était le cas, si on aurait été changé pour les Arabes ou même l'Europe aurait deux trajectoires, les Juifs et les Arabes, un à côté de l'autre. Ça veut dire aujourd'hui, il n'y a plus les problèmes juifs en Europe et dans les mondes occidentaux, même si on voit aux États-Unis très souvent des groupes de suprématie blancs qui sont aussi antisémites, mais Israël essaye de se cacher, ces faits parce qu'il y a aussi une aliénation entre eux. Mais hors vraiment de cette histoire particulière,
moi, je suis toujours étonnée de nouveau de comprendre les relations d'Israël avec les autres États. Je donne un exemple qui n'a rien à voir avec la question palestinienne. Il y a un an, peut-être un an et demi, avec le Covid, c'est un peu difficile de comprendre, d'avoir un son de temps. Il y avait un viol collectif d'une jeune femme Angleterre à Cyprus par deux groupes des Israéliens. Au début, il y avait beaucoup de vidanges contre ces jeunes hommes et donc c'était clair qu'ils vont faire un procès contre eux. Mais il y avait un moment que le lobby israélien a intervenu et puis le Cyprus a totalement érasé ces accusations. Et apparemment, la raison était parce qu'entre Israël et Cyprus, il y a un accord concernant l'eau. Et Israël aurait pu très simplement pousser à disant, écoute, on ne veut pas voir parce que c'était publié partout. Alors, je crois que vraiment le lobby zioniste, on peut voir chaque fois qu'il pousse pour cette définition de la IHRA et pour des autres actions, mais en même temps, je crois que c'est vraiment c'est un mécanisme pour conserver des pouvoirs et de présence d'Israël partout. Merci. Pour celles et ceux qui s'intéresseraient, en fait, l'article de Rivital dans Relations traite un peu aussi de la question de la manière dont Israël se vend comme étant un pays qui est gay-friendly, végétarien, libéral, moderne, civilisé et tout. Et donc, en fait, si tu me permets, Rivital, une partie de la réponse, et je te cite toi-même finalement, se trouve dans cette image que Israël réussit à diffuser à l'international et qui, en fait, n'est pas fondée dans les faits. Je veux dire, au sens où il y a peut-être une partie d'Israël qui est libérale, mais en même temps, il y a un centre de gravité autour de la racialisation des identités religieuses qui fait que on demeure quand même dans un régime de suprématie blanche, mais maquillé de manière libérale, qui fait que, vu de l'extérieur, ça apparaît comme étant un État au même titre que les autres États occidentaux, ou qui, à tout le moins, sait parler le même langage que les États occidentaux. Tu peux en ajouter là-dessus, peut-être, Rivital? Oui, c'est une bonne question parce que je crois qu'il y a un problème avec le libéralisme dans le monde entier aujourd'hui et comment on juge les qualités morales d'un État par rapport au niveau de son traitement de communauté homosexuelle, par exemple, et les choses comme ça. Israël joue très, très fort sur ces sujets et je crois que c'est une des raisons de crise politique actuelle parce que si vraiment ils vont avoir ces gouvernements d'extrême droite, donc ça veut dire que ces images, ils peuvent être cassées un peu. Donc, je crois que, mais en général, quand on regarde vraiment la place d'Israël dans la communauté internationale depuis 1948, c'est comme si Israël, elle identifie les besoins de l'époque actuelle et puis les produits très, très vite. Ça veut dire les changements sont vraiment très, très vite. C'est comme s'il y a un publication, à quelqu'un qui vraiment essaie de vendre Israël. Israël, c'est un État qui est toujours dans le procès d'être vendu au monde pour conserver son pouvoir. Merci beaucoup. Alors, peut-être trois autres questions. Pour Monique Chemelier-Gendreau, c'est une question qui vient de moi, je vais être honnête, je ne l'ai pas ramenée du public. Dans une de vos contributions, Monique Chemelier-Gendreau, je rappelle, publiée dans la revue Diasporique, vous avez soutenu l'idée d'un droit à l'existence territoriale et non territoriale pour les Palestiniens. Si vous pouviez, s'il vous plaît, revenir sur les contours que pourrait prendre un droit à l'existence non territoriale sur la question palestinienne. Et une autre question, peut-être pour celle qui voudrait en disposer, c'est la question, si vous voulez,
de la normalisation qui prévaut actuellement avec le monde arabe. Et Monique, vous disiez tout à l'heure que la Palestine perdait des appuis traditionnels. Vous avez des courants justement très sécularistes dans le monde arabe qui sont pour la normalisation avec Israël. Le clan du refus s'est amenuisé. Donc comment expliquer dans quel tournant géopolitique ou dans quel spectre idéologique, ou quels sont selon vous les éléments qui pourraient expliquer que même dans le monde arabe, la normalisation avec l'entité sioniste est de plus en plus considérée par certains régimes, mais par des segments importants de certaines élites culturelles. Et une autre question, peut-être sur laquelle vous pourriez revenir, Diala ou quelqu'un d'autre, c'est comment lisez-vous la dernière déclaration de Jérusalem sur l'antisémitisme? Les intellectuels juifs de gauche qui y adhèrent, dont Richard Falk, est-ce que ce sont des gens, par exemple, qui jouent le même jeu que l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste? Pour le bénéfice des personnes qui nous écoutent, donc j'aimerais rappeler que l'un des éléments qui est sorti dans l'actualité, c'est cette déclaration de Jérusalem sur l'antisémitisme. Il serait bien peut-être d'y revenir et de la mettre au crible de la discussion de cet après-midi. Merci d'avance. Monique? Oui, c'est à moi, oui. Oui, merci pour ces questions. Oui, la question, enfin l'idée d'un droit à l'existence territoriale et non territoriale des Palestiniens rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est l'idée d'un monde très différent dans lequel les peuples en diaspora auront droit à une double appartenance, une triple appartenance. Et aujourd'hui, c'est terrible d'être obligé d'être réduit à la carte d'identité nationale. Une seule identité, celle-là. C'est celle-là qui vaut, c'est avec celle-là qu'on se présente, etc. Alors que chacun d'entre nous a évidemment des identités bien plus riches, croisées, mêlées, etc. Alors, toujours dans ce projet très utopique qui est le mien, mais utopique, mais je crois absolument nécessaire à commencer à envisager. Il faut admettre qu'on puisse être dans un pays, on participera à la vie politique de ce pays, on aura éventuellement le droit de vote, mais on gardera une autre identité avec des liens, une attache ailleurs, à une autre collectivité, une autre communauté nationale, et que donc un peuple pourrait être considéré comme ayant une part territorialisée, une part non territorialisée. C'est simplement la mise en condition juridique et la possibilité de vivre pour tous les peuples en diaspora. Sur la normalisation avec le monde arabe, ce qui se passe actuellement, ce grignotage, cette dégradation que nous voyons tous les jours, c'est en réalité, vous savez, le conflit israélo-palestinien, la crise d'Israël, c'est la chose la plus emblématique de la situation mondiale. Parce que c'est là, ce qui est emblématique, c'est la trahison des valeurs. C'est-à-dire par rapport à ce que l'Occident a prétendu être, l'Occident du siècle des Lumières, l'Occident ayant créé les droits de l'homme, l'égalité de tous, etc. Il y a une trahison des valeurs considérable que j'ai montrée à travers la crise du droit international. On a pris, je disais à mes étudiants quand j'enseignais encore, qu'en lisant les pactes internationaux sur les droits de l'homme, les deux grands pactes, celui sur les droits civils et politiques, celui sur les droits économiques, socioculturels, vous lisez ça, mais prenez ça le soir dans votre lit pour faire de beaux rêves. Enfin, l'humanité qui réaliserait ça, ce serait le paradis, absolument. Alors, on a proclamé tout ça dans un élan formidable après la Seconde Guerre mondiale. Il n'est pas question de l'appliquer. Non seulement il n'est pas question de l'appliquer, mais le peu qu'on avait commencé à appliquer a été grignoté, a été dévalorisé, etc. Donc voilà, la normalisation avec le monde arabe, elle est simplement un des éléments de cette trahison des valeurs qui va à grand galop. C'est le sauve qui peut, parce qu'on est dans une société mondiale qui ne sait plus où elle en est, puisque les valeurs qu'on a proclamées partent de tous les côtés. Alors j'ai vu que dans les questions posées par écrit, il y en avait sur la question du capitalisme. Bien entendu, tout ça est lié au capitalisme. Bien entendu, les États ne sont aujourd'hui que des faire-valoir des grandes entreprises multinationales, nous le savons bien. Mais justement, les entreprises multinationales ont grand besoin que les États continuent d'exister comme ils sont avec leur souveraineté, parce que c'est par là qu'ils peuvent passer des contrats qui les arrangent ou obtenir des passe-droits ou des violations de toutes les conventions internationales. Je pense aux grandes entreprises qui violent les droits environnementaux dans tous les pays où ils travaillent, etc. Donc voilà, on a proclamé des quantités de choses, on n'applique rien.
Et il n'est pas dans la logique du système. Le système est un capitalisme militarisé. Il n'est pas dans la logique du système ni de réaliser la paix, parce que comme il faut vendre des armes, il faut des guerres, ni de réaliser la justice et l'égalité sociale, parce que le capitalisme ne le veut pas, ni de réaliser l'émancipation des peuples, parce que la liberté n'est pas bonne pour tout le monde. Il n'y a qu'à voir actuellement les autres crises, parce que, encore une fois, le conflit israélo-palestinien, il est emblématique de tout le reste. Nous avons la crise en Birmanie, la crise de Hong Kong, enfin, je ne vais pas les citer toutes, on perdrait beaucoup de temps, mais nous avons là une crise mondiale, et moi, depuis très longtemps, puisque je suis une vieille dame et que je travaille sur le conflit palestinien depuis ses origines, le conflit palestinien, il est emblématique de la crise de la société mondiale et de son droit, qui a été masqué au début, pendant la période post-Nations Unies, on y a cru, et qui aujourd'hui est une crise visible. Merci Monique. Sur les deux autres questions, les deux autres panélistes, est-ce que vous avez des éléments? Non, non, pas vous, je parlais pour les deux autres, pardon. Yala? Yala. Oui. Alors, c'était au sujet de la fameuse déclaration de Jérusalem, je pense. C'était ça la question, Mouloud? Oui, et puis vous pouvez aborder des éléments que vous voulez dans... Oui, alors la déclaration de Jérusalem est une contre-définition à celle concernant soi-disant l'antisémitisme qui a été publiée il y a à peu près une semaine, qu'on doit à 200 signataires parmi des spécialistes des études sur l'Holocauste, des études juives, d'historiens divers, un panel international donc, de spécialistes. Bon, c'est une définition alternative de l'antisémitisme par rapport à celle très problématique promue par l'IHRA, le International Holocaust Remembrance Alliance, dont j'ai parlé plus tôt. Alors, que dire de cette déclaration de Jérusalem? Bon, dans un premier temps, on peut dire qu'elle elle permet peut-être dans une certaine mesure aux Palestiniens, à ceux qui les défendent et aux militants, donc de respirer un petit coup en se disant nous avons finalement une contre-définition qui va venir nourrir le combat contre l'IHRA. Cela dit, comme très souvent, le diable est dans le détail. En l'occurrence, là, c'est même pas dans le détail, c'est dès le titre. Elle présente pas mal de problèmes dans le titre, donc la déclaration de Jérusalem, qui donc de manière malheureuse attire le regard à nouveau sur le fait que le combat contre l'antisémitisme est forcément et intrinsèquement lié à la colonisation de la Palestine et au conflit qui oppose les Palestiniens aux Israéliens. La déclaration de Jérusalem ne comprend, et là je reprends en fait les analyses du mouvement BDS national, aucune perspective palestinienne, ce qui est caractéristique des asymétries à l'œuvre, des asymétries de pouvoir à l'œuvre aussi dans cette définition. Je dirais quant à moi qu'un autre de ces problèmes, c'est que c'est une définition, et que l'idée, ce n'est pas de multiplier les définitions, de proposer des contre-définitions. La loi est là, la loi est très claire sur ce que constituent des actes haineux, des actes antisémites, des actes racistes, mais elle a cet avantage de distinguer très clairement que la critique d'Israël ne constitue, et l'antisémitisme sont deux choses complètement distinctes. Et elle a aussi l'avantage de spécifier ou de préciser qu'elle n'est pas là pour se prêter à une codification juridique. Elle ne souhaite pas finir en loi, comme prétend l'être donc la définition de l'IHRA. Ça, c'est en partie les problèmes posés, à mon sens, par cette définition de Jérusalem. Il y en a d'autres, mais bon,
grosso modo, ma critique rejoint celle formulée par BDS, le BNC, en fait, le Comité national de BDS, qui met surtout aussi de l'avant, et de manière peut-être centrale, l'incapacité de la déclaration de Jérusalem à, discuter finalement des droits des Palestiniens à l'intérieur de l'État d'Israël. Donc finalement, toute la question d'apartheid n'est absolument pas formulée, elle est centrale et elle est nommée désormais même par des organismes de défense des droits de l'homme en Israël même. Nous avons vu apparaître le rapport de B'Tselem très récemment qui, sans aucune équivoque, déclare donc les pratiques israéliennes de la Méditerranée au Jourdain comme étant des pratiques d'apartheid. Donc voilà, peut-être résumé de manière un petit peu chaotique, de manière un peu désorganisée, les réflexions suscitées par cette déclaration de Jérusalem, mais qui, encore une fois, reste bienvenue en cela qu'elle permet désormais de contrer le discours absolument mensonger mis de l'avant par les partisans de la définition de l'IHRA, et qui est centré sur l'idée que, ma foi, cette définition de l'IHRA est absolument consensuelle, qu'elle ne pose absolument aucun problème, alors qu'on sait très bien qu'elle est combattue de toutes parts et qu'elle n'est pas du tout partagée par tout le monde, et qu'elle n'est pas du tout consensuelle dans ces termes mêmes. Ouais. Rivital Madar, s'il vous plaît, par rapport à ça. Non, en fait, Dial a tout dit. Je n'ai pas quelque chose à ajouter. Et Diala, tu voudrais nous parler un peu de la normalisation avec les États arabes, comme c'est ton champ d'expertise, pour comprendre un peu ce qu'il y a en cause, ce qu'il y a en jeu dans ce qui se passe actuellement? Alors, écoutez, la normalisation avec les gouvernements arabes, bon, que dire si ce n'est que c'est une tragédie de plus, mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Ce qu'on pourrait souligner, si vous voulez, c'est que c'est peut-être, et sans renoncer totalement à un certain pragmatisme politique, c'est l'occasion pour les Palestiniens de larguer définitivement les amarres avec ce monde arabe qui n'a pas cessé de les instrumentaliser et qui n'a pas cessé de les soutenir de manière très conditionnelle, qui n'a pas cessé finalement d'entraver leur lutte, puisque la lutte palestinienne, historiquement, est une lutte révolutionnaire qui évidemment mettait en question la légitimité de tous ces États illégitimes qui ponctuent en fait ce monde arabe. Donc cette normalisation est-elle une occasion pour les Palestiniens de comprendre de manière brutale mais définitive qu'il n'y a aucun salut à attendre, en fait, non pas des nations arabes, mais des États actuels, des régimes actuels qui sont au pouvoir dans le monde arabe. Est-ce aussi l'occasion, peut-être, pour rejoindre à nouveau l'analyse de Monique Chémier-Gendreau, pour les Palestiniens de comprendre que la lutte et le soutien est à rechercher ailleurs que au travers de canaux étatiques, diplomatiques, et que désormais c'est un repli vers des formations des sociétés civiles qu'il faut opérer, je mets ça sur la table. Je ne sais moi-même pas trop où m'en aller avec ça. Bon, si ce n'est que cette trahison, si vous voulez, actuelle, n'est ni la première, probablement pas la dernière, sauf qu'on espère que pour les Palestiniens, ça pourrait se traduire par un changement radical de stratégie
dans la mesure où toutes ces formations politiques régionales sont des États eux-mêmes semi-coloniaux encore aujourd'hui et complètement sous la dépendance en fait de l'Occident, et donc il n'y a pas à attendre de salut en fait de ces formations étatiques là actuellement. Merci Diala. Une autre question, on a encore quinzaine de minutes. Donc, dans le cadre d'un modèle fondé sur la souveraineté d'un État conférant une place égale à toutes les communautés culturelles, faut-il désarticuler le lien du peuple au territoire? Je pose la question. Dans le cas d'Israël, la question de l'antiquité de la présence des Juifs est jugée centrale, c'est posé sous la forme d'une question. Est-ce qu'il faut s'en défaire? Et la personne aborde la question de l'archéologie, qui a montré qu'il n'est pas sûr que les Juifs ont été les premiers sur Eliad Israël. Oui, donc cette dimension archéologique qui joue comme appareil idéologique de l'État israélien, peut-être si quelqu'un d'entre vous se sent à l'aise pourrait répondre. Une autre question, c'est est-il souhaitable de vouloir quitter le cadre de la solution à deux États, alors même que de nombreux Palestiniens revendiquent toujours un État qui leur soit propre? Des éléments ont été abordés, mais on la repose. Michael, est-ce que tu en as une, toi? Ça va pour l'instant. Ça va pour l'instant. Ouais, on peut y aller. Allez, Oui. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose qu'a dit Diala, qui me paraît, deux propos de Diala que je voudrais connecter parce que je trouve que c'est intéressant. Elle a insisté, et moi aussi d'ailleurs, sur la bataille de l'opinion publique. Nous sommes là-dedans, nous n'y arriverons pas. Nous sentons qu'il y a quand même des forces vives dans le monde entier qui soutiennent les Palestiniens, mais qu'elles ne sont pas de taille à faire basculer les choses. Et puis, vous avez dit, Diala, et ça me semble très intéressant, qu'il fallait mettre l'accent sur le S de BDS. Alors, je crois qu'il y a là quelque chose sur lequel on pourrait jouer. Tous ces gens qui militent pour BDS, tous ces gens qui voudraient faire avancer la cause palestinienne, il faut les amener à réfléchir sur ce fameux S qui ne marche pas. Parce que c'est très bien de dire on va boycotter, on va demander des investissements. Vous savez bien que dans beaucoup de pays, dans mon pays, la France, ça a été le cas pendant longtemps, le gouvernement a tenté de criminaliser l'action BDS. C'est-à-dire qu'on a fait l'inverse. Alors que nous engagions ces actions pour défendre quelque chose que nous considérons comme illégal, pardon, la colonisation, on nous répond ce que vous faites est illégal. Alors ça quand même, ça s'est atténué parce qu'il y a eu un certain nombre de décisions, heureusement, qui ont rectifié un peu le tir, pas suffisamment encore, mais en tout cas, on n'en est pas à obtenir des sanctions. Parce que, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit, le droit international ne le permet pas. Le droit international a organisé l'absence de sanctions. Sa manière d'être est telle qu'il n'y a pas de sanctions. On le voit sur de multiples dossiers, c'est incroyable. Moi, je travaille sur toutes sortes de régions du monde, la mer de Chine du Sud, où la Chine fait des choses absolument inimaginables et totalement illégales, en colonisant des petits îlots, en détruisant l'environnement, etc. Bon, pas de sanctions. Le droit international a organisé l'absence de sanctions, d'abord avec les membres permanents, donc l'aristocratie qui se défend en défendant ses intérêts et ceux de ses alliés, et puis même au-delà de ça, la faiblesse voulue des procédures judiciaires qui pourraient mener à des sanctions. Pour que deux États aillent devant la Cour internationale de justice, il faut qu'ils soient d'accord pour y aller. Il faut qu'ils aient donné leur accord pour y aller. La Cour pénale internationale, pour qu'elle soit compétente, il faut que le statut ait été approuvé par les États concernés. Alors bon, là, c'est vrai qu'on a une petite avancée avec la décision de la procureure d'ouvrir le dossier de plainte portée par la Palestine. Mais ça va mettre des années, c'est extrêmement aléatoire. D'autant que la Cour pénale internationale n'a pas la possibilité d'enquêter elle-même, elle doit passer par les enquêtes faites par les États. Donc c'est très, très aléatoire. Donc voilà, le droit international a organisé l'absence de sanctions. Peut-être que tous ces militants qui travaillent sur BDS, en faisant des débats là-dessus, en leur montrant, vous voyez, on se bat, on arrive à obtenir un large consensus de beaucoup de gens qui veulent participer au boycott, mais au bout du compte, on n'a pas les sanctions.
ça peut les amener à réfléchir à la réflexion plus large que je voudrais ouvrir, c'est-à-dire à gagner la bataille de l'opinion publique, pas seulement en faveur de la cause palestinienne, mais en faveur de ce qui pourra nous aider à régler la cause palestinienne, c'est-à-dire un changement de paradigme. J'ai trouvé dans ces 2 points de votre discours d'il y a là, j'ai trouvé que ça donnait tout d'un coup une base pour faire quelque chose. Mais si je peux rebondir là-dessus, Monique, en fait, bon, je ne l'ai pas formulé parce que je ne me suis pas encore fait moi-même une tête là-dessus, mais je me suis demandé si un mécanisme pour parvenir à ces sanctions, étant donné les blocages du droit international actuel, ne consisterait pas à nationaliser en quelque sorte la bataille du droit international. C'est-à-dire, je m'explique, de rapatrier, de restituer dans les espaces publics nationaux divers et variés une question particulière en lien direct avec la Palestine et qui toucherait l'état particulier dans lequel on se bat. Bon, en l'occurrence, au Canada, certains militants commencent aussi à se concentrer sur la LECI. La LECI, c'est ce traité de libre-échange qui lie le Canada avec Israël. Bon, tout à l'heure, je disais, tant qu'on ne pourra pas dire librement dans l'espace public Israël, État génocidaire, il ne se passera rien. Imaginez demain que l'opinion publique se saisisse de la question et s'adresse à son gouvernement en disant « Mais comment peut-on maintenir un traité de libre-échange avec un État génocidaire ?» Il me semble que là, on déplace le débat sur un tout autre terrain et que la question devient beaucoup plus difficile à naviguer, à contourner pour un État qui va devoir déployer tout un tas de stratagèmes pour ne pas sauver la face, ou bien entrer dans le débat, se justifier, patauger, se défendre, etc., etc. Donc, bon, je ne l'avais pas formulé comme ça, mais c'est ça que j'avais en tête. C'est-à-dire que, et c'est pas, et je ne veux pas non plus aussi qu'il y ait un malentendu là-dessus. Lorsque je dis Israël est un génocidaire, ce n'est pas un procédé rhétorique. Ce n'est pas simplement une façon d'attirer l'attention. C'est véritablement pour les militants to stand their ground, de vraiment résister à la contre-offensive israélienne, à la propagande israélienne, aux campagnes qui vont se déchaîner pour justement traiter tous les militants qui s'engageraient sur ce terrain d'antisémites, c'est de résister à ce discours-là, c'est de résister à ces tentatives d'intimidation une bonne fois pour toutes, et de se saisir désormais des questions qui concernent tel État-nation, en l'occurrence au Canada, encore une fois, la LECI, et de le mettre en relation avec cette nouvelle perspective critique sur Israël. Comment peut-on cultiver des relations commerciales avec un État génocidaire? Moi, il me semble que si on reformule la politique étrangère canadienne en ces termes-là, ben, on est autrement plus avancé sur la voie des sanctions. Et à cet égard-là, Diala, peut-être nous dire quelques mots sur la lutte qui se passe en milieu universitaire, parce qu'il me semble que c'est le début de cette lutte pour l'opinion publique. Qu'est-ce qui fait justement que plusieurs syndicats aujourd'hui acceptent de dénoncer publiquement la définition de l'IHRA? Alors, écoutez, il y a eu au Canada, ça fait plusieurs années maintenant, et c'est antérieur à l'adoption canadienne de cette définition de l'antisémitisme promu par l'IHRA et de son insertion dans sa fameuse stratégie de lutte contre le racisme en 2019. Il y a donc au Canada, depuis plusieurs années, où le lobby pro-israélien est extrêmement puissant, des affaires, des scandales dans le milieu universitaire concernant justement toute parole de soutien aux droits des Palestiniens. Alors,
Les scandales les plus récents concernent par exemple cette conférence organisée par plusieurs organismes de la société civile canadienne au Manitoba, une conférence qui s'est tenue en 2018 à l'université de Winnipeg et qui se questionnait sur le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Déchaînement des organismes du lobby pro-israélien, c'est un événement antisémite. Que fait l'université? L'université panique, se saisit de la définition de l'IHRA et s'excuse publiquement et finit par adopter en fait la définition de l'IHRA dans ces conditions-là. Autre exemple, tout aussi scandaleux, et c'est tout le temps le même modus operandi. L'affaire Faisal Baba. Faisal Baba est un grand juriste de renommée internationale qui enseigne à l'Université de Toronto, qui était invité par l'Université Ryerson en Ontario à discuter de cette fameuse définition de l'IHRA. Là encore, déchaînement du lobby qui le traîne dans la boue littéralement, qui le déclare donc antisémite, qui demande sa suspension, qu'on lui interdise d'enseigner des cours, etc., etc. L'université résistait, mais vous voyez que c'est dans ces cas-là, on se saisit d'un événement organisé pour la Palestine ou concernant la Palestine, on crie au loup, on crie à l'antisémitisme, on intimide les institutions universitaires qui finissent quasiment dans tous les cas, par adopter, sauf dans celui-là, par adopter la définition de l'IHRA. Le plus gros scandale qui est encore en cours aujourd'hui, c'est celui qui a concerné la rétractation par l'Université de Toronto d'une offre d'emploi à une très grande juriste internationale, Valentina Azarova, dont un donateur de l'Université de Toronto réprouvait la recherche puisqu'elle défendait les droits des Palestiniens. Ce qui était très ironique dans ce cas-là, c'est que plein de juristes israéliens sont venus à sa rescousse en disant « Écoutez, ma foi, ce qu'elle dit, on le dit en Israël, elle est très mainstream, il n'y a rien de révolutionnaire à condamner en droit international les colonies de peuplement en Cisjordanie. » Bref, rétractation de l'offre d'emploi. Donc, on nomme, soi-disant, quelqu'un pour faire une enquête, démission en série du comité de sélection, elle avait été classée première, elle était en train de faire ses bagages. Elle quittait Berlin pour venir s'installer à Toronto quand c'est arrivé, c'était en plein mois d'août dernier. Bon, alors, vu toutes ces affaires-là, des collègues ontariens se sont mobilisés à l'automne dernier pour dire « bon, maintenant, ça suffit ». Cette définition de l'IHRA, il va falloir qu'on lui fasse un barrage organisé, systématique, et ils ont lancé cette campagne pan-canadienne dont l'objectif consiste en fait à approcher les syndicats universitaires, de professeurs et de chargés de cours, d'étudiants aussi, et de leur demander d'adopter une résolution rejetant l'adoption de la définition de l'antisémitisme promue par l'IHRA. À date, aujourd'hui, 20 syndicats ont répondu à l'appel. On vient de voir une tentative, pas une tentative, une véritable action d'intimidation par B'nai B'rith. S'il vous plaît, rapidement. Voilà, donc au Manitoba, où la résolution a échoué, mais en gros, la campagne est en cours, elle enregistre des victoires semaine après semaine, et elle a, donc son objectif, c'est justement de barrer l'installation, si vous voulez, la normalisation de cette définition dans l'espace public et d'attirer l'attention sur le fait qu'elle représente un danger pour la liberté d'expression et pour les libertés universitaires, plus spécifiquement au sein des universités. Vital? Oui, merci. Je voulais juste dire pour ceux qui ont demandé sur l'archéologie et sur la question si on était là avant ou non, ça fait 5000 ans, 30 000 ans, on ne sait jamais. Que c'est vraiment, on doit Israël est une colonie de peuplement.
Ça veut dire que comme Elisabeth Provinelli nous rappelle, c'est vraiment la question de priorité est une question essentielle pour Israël pour demander les droits sur la terre. Toujours. C'est vraiment une bataille infinie que, en fait, dans l'université israélienne, le monde universitaire, il est très investi dans la question de l'archéologie parce qu'il y a beaucoup de fonds que l'université reçoivent des organisations, des colons pour prouver qui a été où à cette année-là. Mais en tout cas, je crois vraiment que il faut toujours rappeler que ce n'est pas la question de qui était là avant, mais de la façon dans laquelle on vit dans ce territoire. Et malheureusement, comme Diala a dit avant, vraiment, on ne sait jamais comment la situation aurait pu évaluer si à la fin Israël n'était pas un projet colonial européen. Peut-être les relations auraient été différentes, on ne sait jamais. Mais en tout cas, c'est ça vraiment la question, parce que personne n'imagine pas qu'il y aura des populations qui vont faire des migrations à un certain moment. Si on arrive à une solution, on ne sait jamais qu'est-ce qui soit cette solution. Alors vraiment, l'archéologie, la priorité, c'est vraiment de distractions qu'Israël aime utiliser très souvent. Merci beaucoup. On arrive malheureusement déjà à la fin de ce webinaire. L'équipe de la revue Relations et du secteur Vivre Ensemble qui est sincèrement à vous remercier pour votre participation et à remercier tout particulièrement les trois panélistes, Monique Chemillier-Gendreau, Diala Hamza et Revital Madar, de nous avoir vraiment alimentés en termes d'avenues qui sont peut-être pas si nouvelles et qui vont nécessiter évidemment beaucoup de travail pour être mises en œuvre dans les prochaines années. Je tiens tout particulièrement aussi à remercier Sylvain Bouchard qui s'est occupé de la technique, Cathy Ramos Borges et Frédéric Barriot aux communications. Je tiens également à remercier Mouloud Dir qui a contribué à rassembler ces trois intellectuels qui nous ont nourris aujourd'hui et qui ont permis d'avoir ce webinaire de haut calibre. Je remercie enfin mes collègues Emiliano Arpin-Simonetti et Catherine Caron qui ont dirigé avec moi et avec Mouloud le numéro 812 de Relations que je vous invite à lire si ce n'est pas déjà fait. Je souligne enfin que le prochain numéro de Relations sortira en kiosque le 28 mai. Il aura pour titre « Au champ citoyen, agroécologie et transition juste au Québec ». Et donc, pour en savoir plus, je vous invite à consulter ou le Facebook, le Twitter ou le site web pour le voir arriver. Et Mouloud a aussi une petite annonce, ou peut-être même plus d'une petite annonce à nous faire pour une prochaine activité qui pourrait bien vous intéresser, organisée par Vivre Ensemble. Oui, merci beaucoup, Michael. Merci encore, mesdames. Alors, le prochain webinaire aura pour thématique Libre parole et réciprocité entre égale liberté et bien public. Un webinaire qui va essayer d'aborder l'enjeu de la liberté d'expression dans une optique de droit au droit et de lutte aux exclusions. Il essaiera de faire recours aux nouvelles formes d'égalité et de liberté qui tentent de s'affirmer, notamment dans les campus universitaires, mais pas seulement. Nous discuterons de l'importance d'une citoyenneté démocratique rendant possible l'émergence d'une parole active, plurielle et dialogique sur de nombreux enjeux de l'heure. Je répète le titre, Libre parole et réciprocité entre égale liberté et bien public, avec le philosophe Étienne Balibar, la théoricienne politiste Dali Giroux, l'historienne Diala Hamza qui est avec nous. Donc, le jeudi 15 avril prochain, entre 12h30 et 14h30, heure de Montréal, donc avec Étienne Balibar, Dali Giroux et Diala Hamza. Merci, Michael. Je te laisse le mot de la fin. Eh bien, merci beaucoup pour votre participation. Lisez-nous et la webzine et la revue. Et s'il y a quoi que ce soit, écrivez-nous. On est toujours heureux de recevoir vos commentaires par le média qui vous plaît. Et donc, merci beaucoup et à une prochaine. Merci. Au revoir.